Ouais. On commence. Yes! Merci Ouais. d'être là, vraiment. Je te laisse faire l'intro un peu pour introduire. Moi, je rentre avec Attends, rappelez-moi vos prénoms. C'est Cynthia? Cynthia. Et toi? Destinée. Destinée. OK, wow, c'est beau. Si tu te trompes, de toute façon, je te corrigerai. C'est pas grave, pantoute. Fait qu'Albert, comment vas-tu? Je vais bien, Cynthia. Merci beaucoup. d'avoir accepté l'invitation. Si on avait à te présenter, comment qu'on te décrirait? Alors, je suis un facilitateur d'ateliers dans l'univers de, en anglais on dit wellness. J'offre différents ateliers de croissance personnelle, d'évolution personnelle dans différents thèmes. J'offre des ateliers de généalogie et des rites de guérison ancestraux. J'offre des ateliers de yoga, de pranayama, de méditation. J'offre des ateliers aussi sur les rêves et les décortications de rêves, interprétation de rêves et plusieurs choses dans cet univers-là. L'hypnose, je fais beaucoup d'hypnose. Ça fait longtemps. Oui, ça fait très longtemps, là, ça fait 20 ans. Qu'est-ce qui t'a amené là? Très jeune, j'étais interpellé par le mystère, l'au-delà. Je me posais des grandes questions. Et puis, un jour, à 17 ans, j'ai lu le livre Siddhartha de Hermann Hesse. Hermann Hesse, c'est un grand auteur allemand qui a gagné le prix Nobel. C'est un corpus extraordinaire. Mais ce petit livre-là se distingue de tous ses autres livres. Siddhartha, c'est l'histoire d'un jeune hindou, 500 ans avant Jésus-Christ, qui est un brahmane, puis qui quitte sa famille à la recherche de la vérité. Et puis ça étale toutes les idées, puis les principes fondamentaux du yoga et du bouddhisme. Et puis j'ai lu ce livre-là, puis un jour, je me suis dit qu'un jour, je dédiais ma vie à ces principes-là et ces valeurs-là. Et puis à 25 ans, j'ai fait mon premier cours de Vipassana. Je ne sais pas si vous connaissez Vipassana. C'est qui en a peur. Ouais. Ouais, on peut en parler. Et puis là, Ouais. c'était comme si la cloche avait sonné. Je me suis dit, ça y est, ça commence. Et puis là, je me suis vraiment engagé dans toutes sortes de pratiques personnelles. Je méditais assidûment. Et puis une étape après une autre, une découverte après une autre, ça s'est dessiné. Ton chemin, Ouais, s'est ouais. créé dans Ouais, cet univers-là. Par curiosité, tu dis, dès un jeune âge, j'avais les questions existentielles. Comment est-ce que ça se présente? Comment est-ce que tu les accueilles à cet âge-là? Wow, c'est une bonne question. Alors, c'est sûr que c'était quelque chose qui était très intérieur. Et je ne savais pas que je pouvais en parler. Je suis d'origine égyptienne, mon père est égyptien. Et je me rappelle, à 8 ans, on a fait notre premier voyage en Égypte et on a été visiter les tombes. Donc, il y a une région en Égypte qui s'appelle la vallée des rois. Et puis, c'est là où ils ont creusé sous la montagne des vrais labyrinthes avec les tombeaux. Puis exactement comme on voit dans les films, avec les murs couverts d'hiéroglyphes et de symboles. Et sous terre, à imaginer ce peuple ancien qui creusait et faisait des choses inconcevables, même aujourd'hui, avec nos moyens puis nos technologies d'aujourd'hui. Puis on sentait la force de la foi derrière eux, tu sais, pour créer ces choses-là. Et puis, j'étais sensible à cet aspect de l'être humain. Tu sais, notre relation avec l'au-delà qui fait de nous quelque chose qui, c'est plus que l'on peut saisir par tout ce qui est notre compréhension rationnelle, tout ce qui est tangible. Il y a une dimension humaine qui est invisible. Et quand on s'arrête un moment, on se rend compte que cette partie-là, finalement, elle est plus réelle que ce que l'on voit puis ce que l'on touche. Tu sais, puis c'est ce qui donne sens à ce que l'on voit et ce que l'on touche. Tu sais, c'est ce qui l'anime, c'est ce qui nous donne l'envie de vivre et de créer et de faire des choses. Tu sais. Et donc, c'est ça, c'est des choses qui me percutaient. Ouais, à ce moment-là. Tu étais réceptif à ça. Oui, tout à fait. Ouais. C'est vraiment cool. Personnellement, moi, je pense que ça prend des gens comme ça, tu sais, qui ont comme une vision différente ou des ressentis différents pour nous amener ailleurs, tu sais, en tant que société. Tu sais, que tu as accueilli cette sensibilité-là comme une curiosité et non comme une pression ou quelque chose qui te bloquerait à avancer parce que tu n'as pas la réponse.
Tu sais, c'est comme un « laisse-moi trouver alors, laisse-moi connecter, laisse-moi étendre mon champ de connexion ». J'ai trouvé ça magnifique. Puis là, Vipassana, je sais que c'est Vipassana, tu m'en as déjà parlé, Cine. Je suis curieuse. Dis-nous en plus. Surtout à 25 ans. Ouais. Alors, Vipassana, c'est une pratique qui sort du bouddhisme. Donc, enfin, le bouddhisme est né en Inde. Et puis, à l'ère du Bouddha, toute l'Inde était devenue bouddhiste. Et le bouddhisme, après, s'est répandu en Asie. Puis après, ça s'est perdu en Inde. Puis il y a eu différentes vagues de bouddhisme qui se sont... qui se sont exprimés à travers le temps. Et donc, il y a comme deux grandes écoles du bouddhisme. La première vague, puis la deuxième vague, on dit. Puis le Vipassana, ça vient de la première vague. Et donc, elle est un petit peu différente, par exemple, des pratiques que l'on voit, par exemple, dans les pratiques tibétaines. L'école tibétaine est assez différente de l'école Vipassana. Donc, Vipassana, ça enseigne une forme de méditation dans un format particulier, dans des retraites de 10 jours. Donc, les gens s'inscrivent et puis ils vivent comme s'ils vivaient dans un monastère pendant 10 jours. Ils font vraiment une sorte de renoncement. Donc, pendant 10 jours, ils méditent à journée longue, puis à tous les jours, ils enseignent un élément de la technique, puis au bout de 10 jours, on connaît la technique. Mais c'est assez exigeant. Tu sais, on se lève à 4h30 du matin, on médite toute la journée jusqu'à 9h du soir, puis là, on se couche, on est en silence tout le long, jusqu'au dernier jour. Le 10e jour, on brise le silence. Et puis... Parce que c'est d'aller à l'intérieur de soi, en fait. Puis, tu sais, on est tellement habitué au bruit extérieur, puis, tu sais, d'être dans l'agitation, d'être dans l'action. Je pense que c'est ce côté-là qui est comme drainant. On n'est pas stimulé par autre chose à part par nos propres pensées. Ben oui. L'idée, c'est d'éliminer tout ce qui nous éloigne de soi-même. Puis, puis à chaque fois qu'on a une même petite conversation avec quelqu'un, tu sais, ça entraîne toutes sortes de projections, toutes sortes de pensées. Ouais. Donc, l'idée, c'est de créer un recueil sur soi total. Ouais. Tu sais? Puis c'est quelque chose, effectivement, on commence à... Il y a une rencontre avec soi qu'on ne peut pas trouver ailleurs. Puis c'est sûr qu'au tout début, on est envahi par soi, tu sais, par les tendances, tu sais, de surpenser, surréagir. Et puis, mais petit à petit, à un moment donné, on retrouve quelque chose tu sais, de plus au centre de soi. On devient moins épris, puis comme possédé par ces courants et ces formes pensées qui circulent dans notre esprit. Mm-hmm. Puis ça nous redonne, en quelque part, notre souveraineté. Tu sais, parce que quand on est réactif, quand ces pensées traversent notre esprit, elles prennent le dessus. On n'est plus tout à fait nous-mêmes. Puis ça agit à travers nous. Puis après, quand ça se dépose, tu sais, après, on peut regarder ce qu'on a fait, puis on peut se demander, mais, tu sais, comment je me suis emporté comme ça? Ou, tu sais, c'était vraiment pas la meilleure chose à faire. Parce qu'on devient on devient plus exécuteur de nos pensées, mais plutôt le guide de ces pensées-là. Ben, on devient plus intentionnel. Ça, c'est l'idée. Tu sais, de sortir des tendances réactives qui mobilisent nos comportements, puis, tu sais, qui nous éloignent de réellement qui on veut être, oui, de comment on veut réagir, de comment on veut vivre. C'est cette poussière-là, moi, que j'appelle que tu disais, tu sais, si on prend pas le temps de faire des introspections ici et là, des points d'ancrage, puis on est juste tout le temps en réaction, bien, c'est réaction par-dessus une réaction, on est encore plus loin que la première réaction. Ouais. Réaction par-dessus réaction, réaction. J'aime ça quand tu dis poussière, parce que ça t'empêche pas de travailler ou de vivre ou d'avancer, mais t'avances, ta vision devient beaucoup plus embrouillée, ça devient plus étouffant, littéralement. Puis je pense que quand tu décides d'aller faire un Vipassana, après plusieurs années d'avoir vécu comme ça, t'as plus de poussière. Fait que je pense que l'effraiement puis la prise d'énergie est plus grande que si tu fais ça plus jeune où t'as moins de couches d'accumuler. Quoique, j'ai envie de dire... parce que, tu sais, on est avec un certain passé qui est collé à nous. Tu comprends qu'est-ce que je veux dire? Ben oui. Mais alors, c'est sûr que dans les croyances orientaux, il y a le principe des vies antérieures. Mm-hmm. On arrive avec déjà tout un bagage. Mais plus que ça aussi, on arrive aussi avec des mémoires généalogiques. Là, il est su maintenant. On a pu démontrer scientifiquement que
on porte un héritage de mémoire. Il y a des études vraiment extraordinaires qui ont été faites, par exemple, avec des souris, tu sais, parce que des souris, ça se reproduit rapidement, donc c'est facile de voir l'impact, par exemple, à travers les générations. Mais ils ont stimulé certaines souris avec du stress, et en même temps que le stress, ils leur exposaient à une odeur, je pense, de citrus, quelque chose du genre. OK. Donc là, les souris, je pense que c'est comme un petit choc électrique, puis odeur de citrus. Après, évidemment, les souris sont conditionnées. Quand ils sentaient le citrus, mais ils s'en éloignaient parce que citrus voulait dire danger. Il y avait une association. Oui, c'est ça, très clair, très net. Ouais. Mais ce qu'ils ont découvert, c'est que les enfants de ces souris-là évitaient le citrus aussi, tandis qu'eux, ils n'avaient jamais été exposés à ce petit choc électrique. Mais non seulement leurs enfants, mais leurs petits-enfants. Donc, il y avait un héritage de ces traumatismes. Donc, on hérite des mémoires de nos ancêtres. On est porteur de toutes sortes de connaissances, d'informations, à la fois positives et à la fois plus négatives de nos parents et de nos grands-parents. Et plus encore. Et plus encore, bien sûr. Oui, ça remonte à loin. Je vois dans mes ateliers, justement, de généalogie puis de rites ancestraux que souvent, des enfants de parents ou de même petits-enfants qui ont vécu des gros traumatismes portent comme un souvenir de quelque chose qu'eux-mêmes n'ont pas vécu. Oui, parce que des fois, on ne comprend pas. Non, on comprend pas parce qu'on ne l'a pas vécu, on n'a pas la mémoire directe de. Ouais. Ça devient juste une façon de fonctionner dans le monde. Oui. Oui, c'est quand même extraordinaire. Tout avec ce qu'on vient dans le monde. Non, on n'est pas genre une page blanche quand on arrive. On a déjà un héritage. Alors que ce soit de vies antérieures ou que ce soit de nos ancêtres, de notre généalogie, ou les deux à la fois, ou est-ce qu'ils sont parallèles? C'est des questions qui sont difficiles à répondre. Moi, j'ai l'impression qu'il y a comme une intelligence derrière tout ça, que la vie même, elle sait, puis l'âme qui arrive s'incarne dans le corps, et puis dans le contexte familial qui va lui permettre de faire les apprentissages qu'elle a à faire. Moi, je pense que c'est ça notre vrai travail sur la Terre, en fait. Ouais, c'est que tous les autres éléments sont d'extérieur pour nous faire travailler certaines choses pour atteindre une paix profonde, une sérénité. Je pense que c'est au-delà d'avoir une bonne job, un bon statut. Je pense que c'est... Ouais, fait que je pense vraiment qu'on est avec un truc profond puis que c'est à ça qu'on devrait s'y attarder. Oui, je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai une question pour toi. OK. On m'a déjà dit dans ma vie qu'on choisit nos parents. T'en penses quoi? Ben, c'est mystérieux comme principe, tu sais. C'est-à-dire, qu'est-ce que nous sommes avant qu'on soit là, tu sais? Et là, on rentre dans l'ordre des croyances. Et puis, est-ce que cette croyance, si on imagine croire à ça, qu'est-ce que ça nous fait d'y croire? Ou si on rejette cette croyance, qu'est-ce que ça nous fait de ne pas y croire? Et si on regarde bien, si on imagine qu'on a choisi nos parents, dans quel état ça nous met? En gros, ça nous met dans un état de prise de responsabilité. On n'est plus alors victime de nos circonstances. On devient auteur de quelque chose. Et ça nous met dans un certain pouvoir, de pouvoir répondre autrement. Si on est victime, on est démuni. On est juste en train de subir. On subit les circonstances. Ouais. Mais si on se dit, en quelque part, même si j'ai pas accès à cette place-là, je l'ai choisie, ben là, on le rencontre avec un peu plus de notre force intérieure. On a un peu plus de ressources pour répondre avec quelque chose de plus intentionnel, comme on disait tout à l'heure, que de réactif. Et puis là, on peut emmener des mouvements dans nos circonstances qui sont positifs pour soi, puis pour d'autres aussi. Tu sais, je veux dire... Il y a à l'extérieur de ces ateliers que j'offre, je vous ai parlé un petit peu avant, je commence un petit programme lundi prochain. Ouais. Puis le but de ce programme est justement de regarder nos circonstances familiales autrement, de regarder nos parents au-delà des êtres humains qu'eux-mêmes croient qu'ils sont. J'aime tellement ça quand on dit eux-mêmes croient qu'ils sont. Oui, parce c'est ça. On s'en raconte des histoires... Ben, nous, on se raconte des histoires sur eux, mais eux-mêmes se racontent des histoires sur eux-mêmes. 100%. C'est qui sommes-nous réellement? Ouais. On se crée une identité, mais est-ce que cette identité est vraiment qui nous sommes? Puis au fond, nous, on sait qu'on est plus
Fondamentalement, on sait qu'on a un potentiel, puis il y a quelque chose de ce potentiel qui est plus réel que ce que l'on vit, ce que l'on est. Puis c'est la grosse question, comment on accède à ce potentiel? On a l'impression que c'est comme une porte fermée et on a perdu la clé, puis on cherche la clé pour rouvrir, puis être ce qu'on sent qu'on peut être vraiment. Et puis, nos parents, c'est la même chose. Ces êtres-là sont multidimensionnels. Ils sont ce qu'ils croient qu'ils sont, puis la façon qu'ils ont été avec nous. Mais c'est comme, je ne sais pas si vous êtes parents. Est-ce que vous avez des enfants? Non. Alors, les parents... Mais si j'ai un chien, ça marche-tu? Ben, je ne sais pas si ça marche pour un chien. Je n'ai pas suffisamment de connaissances. Mais regarde, quand on a un enfant... Pour la cause, on va dire... si vous avez des enfants dans votre vie, vous le saurez. Des fois, l'enfant fait des crises. Ouais. Puis il est hors de lui, je sais pas, il est fatigué, il a faim, puis il s'est convaincu qu'il a besoin de ce bonbon, puis non, c'est pas le temps du bonbon, là, c'est la grosse crise. Puis là, l'enfant en crise, ça devient un petit monstre, là. C'est vraiment terrible, un enfant en crise. Mais le parent sait qu'il est hors de lui-même. Puis à un moment donné, quand la crise passe, on se dit, ah tiens, il revient à lui-même. Ouais. Puis quand on est dans nos mauvais comportements, est-ce qu'on est vraiment nous-mêmes dans ces comportements? Est-ce que c'est vraiment nous? Puis nous-mêmes, quand on est très réactif, ou on a une grosse colère, puis après la colère passe, après on a l'impression de revenir à soi. Ouais. On était hors de soi. Ouais. C'est comme si on n'était plus tout à fait nous-mêmes. On utilise même ce mot-là, des fois, hors de moi. Là, ben oui, c'est ça. Oui, fois. tout à fait. Et donc, c'est quoi le vrai nous? Est-ce que c'est nous dans la colère? C'est sûr que la colère, c'est quand même un événement qu'on ne peut pas imaginer qui n'a pas lieu, puis n'a pas de conséquences, puis il faut quand même prendre responsabilité. Mais il y a quand même un soi central. Puis plus on s'identifie à notre centre, au meilleur de nous, plus on nous donne du pouvoir pour pouvoir le déployer plus souvent, plus fréquemment. Ouais. Et donc, nos parents, c'est la même chose. Nos parents ont eu des mauvais comportements. C'est sûr. Puis on a été blessés par ces mauvais comportements. Puis aujourd'hui, on porte les séquelles, de ces mauvais comportements-là. Puis en quelque part, on se dit, mais si, mon père n'avait pas été autant colérique, par exemple, aujourd'hui, j'aurais plus de paix, peut-être. Ouais. Ou si ma mère avait été moins critique, mais là, j'aurais plus de vitalité dans mes projets. On accuse nos parents, dans leur mauvais comportement, de nous retenir de notre potentiel. Parce que nos parents sont humains. Mais si on s'arrête puis on les regarde, puis on se laisse rentrer dans leur essence, qui sont-ils dans leur essence? C'est quoi la lumière de cet être-là? C'est quoi la lumière de leur âme? Qui sont-ils à leur meilleur? Puis on s'imagine que leur meilleur est vraiment leur vérité. Puis les autres moments, c'était des détournements de leur essence. Puis si on se dit l'enfant de leur lumière, puis l'enfant, pas de l'enfant de leur blessure, qu'est-ce qui se passe en soi? Ça nous remet à un certain pouvoir. Jouez avec moi ce petit exercice. Okay. Je vais vous demander de répéter une phrase. Okay. Puis sentez l'effet de la phrase en vous, puis l'état dans lequel ça vous met. D'accord? Okay. Je vais le répéter 3 fois. Okay. Alors, répétez intérieurement, puis peut-être même à voix haute, si vous voulez. Je suis l'enfant de la lumière de l'âme de mes parents. Je suis l'enfant de la lumière de l'âme de mes parents. Je suis l'enfant de la lumière de l'âme de mes parents. Je suis l'enfant de la lumière de l'âme de mes parents. Moi, ça me fait sourire. Parce que je sais qu'ils sont des êtres excessivement lumineux. Puis je trouve que on dirait que ça m'a fait un peu remettre en perspective peut-être certains jugements ou certaines réactions, mettons, que j'ai eues, que je pourrais dire que je les ai pas considérées par leur lumière. Parce qu'en disant que je suis l'enfant de... Ben là, j'ai exclu toutes les fois où est-ce que c'était un jugement, où est-ce que c'était une réaction. Puis là, je les ai vus pour toutes les fois où j'ai fait « wow ». Puis j'ai « oh, OK. OK, intéressant ». Moi, premièrement, ce que j'ai vu, c'est gambader. Moi, je me suis vue gambader, mais très à l'extérieur. Qu'est-ce que tu veux dire à l'extérieur? Comme si...
je les voyais avec un autre regard, je dirais, mais quand même un puissant détachement. Une distance, genre? Ouais, mais pas de distance froide, là. Tu sais, je sens pas ça parce que je sens de la légèreté, de la joie, puis j'ai utilisé gambader. Fait que, tu sais, il y a quelque chose de beau, mais c'est comme si je sens pas le... Tu sais, pour moi, un parent, il y a comme un lien qui existe. Moi, je sens pas ça, cette espèce de lien d'attache. J'ai pas ça. Moi. Fait que c'est comme si je les regardais comme je peux regarder un peu n'importe qui d'autre. Ouais. Mais quand tu penses à tes parents, ouais. Qu'est-ce qui monte? Qui sont ces êtres-là pour toi? C'est une super de bonne question. C'est comme des humains qui ont partagé ma vie, que beaucoup d'apprentissage comme qui viennent de eux à plusieurs niveaux là, tu sais, il y a eu mais qui sont-ils? Qui est ta maman? Quel genre de femme est-elle? Sincèrement, en laissant monter ce qui monte, tu sais, sans chercher à dire la bonne affaire, sans chercher à... Tu sais, on veut être gentil, on veut ne pas rentrer dans les jugements qu'on peut avoir. Mais si tu te donnais la permission, OK, qu'est-ce qu'il y a là vraiment avec cet être-là? Tu sais, peu importe ce qui s'est passé dans la vie avec nos parents, c'est des êtres qui ont une force énorme dans notre être. On est toujours leur enfant. On est toujours profondément influencé et impacté par ces êtres-là. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire de cette influence? Comment est-ce qu'on peut rencontrer cette influence pour qu'elle éveille en nous le plus fort en nous, le plus beau de nous, le plus lumineux de nous? Parce que, tu sais, il y a cette expression, la pomme ne tombe jamais loin de l'arbre. Ouais. On est toujours l'enfant de nos parents. Puis si on a des jugements vis-à-vis eux, si on les critique, ben, on est l'enfant de ces qualités ou ces défauts que l'on juge. On ne peut pas ne pas être leur enfant. Donc, si on voit notre parent avec une façon genre négative, ben on est l'enfant de cette négativité-là, malgré nous. Ouais. Puis on essaie de leur... Souvent, on veut s'éloigner de cette négativité en rejetant le parent. Mais le lien est tellement fort, on n'arrive pas à les rejeter. On est fait de eux. On est fait de leur substance, on est fait de leur gène, on est fait de leur ADN, puis on est fait de leur mémoire. Tu sais, ces deux êtres, un homme et une femme, se sont rencontrés. Il y a eu comme une alchimie entre eux. Et cette alchimie-là a comme ouvert un portail à l'au-delà. Et de l'au-delà, une âme s'est incarnée, puis qui est nous, mais qui est faite de eux, qui est faite de leur substance. Ouais. Tu sais? Et donc, le regard que l'on a sur eux s'intériorise et devient notre regard sur soi, mais plus que notre regard sur soi, devient notre regard sur la vie. Les attitudes fondamentales qu'on a vis-à-vis de la vie. Est-ce que la vie, c'est une lutte? Est-ce qu'on se bat contre la vie? Est-ce que la vie, c'est une danse, puis on gambade? Tu sais, c'est directement le reflet des attitudes que l'on a vis-à-vis de nos parents. Donc, ça vaut la peine de se poser ces questions-là. Qui sont nos parents? Mais je vais faire une mise en garde assez nuancée, puis pas facile à expliquer, mais je vais faire de notre mieux. Des fois, les parents ont eu des mauvais comportements. Il y a des parents qui ont vraiment été abusifs avec leur enfant. Qu'est-ce que cet enfant-là peut alors faire? Tu sais, disons qu'il y a des parents qui ont été véritablement des mauvaises personnes. Disons que le père a été, tu sais, genre un psychopathe, il a violé la mère, puis là, il passe sa vie en prison, il a tué 10 personnes. Imaginez l'enfant de cet homme-là, qu'est-ce qu'il se dit de soi, qui est fait de ses gènes, qui est fait de cette substance-là. Le besoin de regarder cet homme-là et d'extraire quelque chose de bon dedans est d'autant plus important. Et donc, si on imagine, comme tu posais la question, qu'il y a quelque chose de plus grand, on a choisi nos parents. Pourquoi est-ce qu'une âme choisirait cet homme-là pour être son père? C'est parce qu'il y a une intelligence plus grande. Cette âme-là, tu sais, doit
sa vie, elle vaut pas moins parce qu'il est né d'un viol. T'imaginez, ici, d'un côté, il y a 2 parents amoureux qui s'aiment, depuis, l'adolescence. C'est idyllique, ils font des enfants. Puis là, il y a celui-ci qui est né d'un viol. Est-ce que sa vie vaut moins que celle-ci? Ou le potentiel de beauté, est-ce qu'il est moins? Non, absolument pas. Cette personne-là peut extraire et donner sens à sa vie pour créer autant de beauté et autant d'amour. Mais là, ça m'amène à poser une question, parce que là, ça, on peut le faire quand on connaît nos parents. Oui. Mais là, ça m'a amené à réfléchir. Là, tu parlais, mettons, son père est en prison, on le connaît pas, ou quand on connaît pas nos parents, d'où on vient, on peut-tu se créer quelque chose qu'on aimerait ressentir ou visiter ou côtoyer? Ou... Ben, c'est des bonnes questions, mais parce qu'on est fait d'eux, on est vraiment de leur substance. Il y a quelque chose en nous qui les connaît. Dans notre intuition profonde, on a un sens de ces êtres-là. Et puis, on peut activer cette intuition, puis comme les pressentir, puis les reconnaître. Et puis, effectivement, parce qu'on est fait de eux, toutes nos qualités et toutes nos forces viennent de eux. Il n'y a rien de nous qui ne vient pas d'eux. Mm-hmm. Imagine un enfant qui veut faire un dessin, puis là, il y a une boîte à crayons. Il n'y a rien qui va apparaître sur sa page qui ne vient pas de cette boîte à crayons-là. Mm-hmm. Toutes les couleurs vont venir de cette boîte-là. Tous nos dons, toutes nos qualités, toutes nos forces, tous nos défauts viennent de cette boîte-là. Cette boîte-là, c'est nos parents. Mais après ça, elle est modulée selon... Ben, après, on crée quelque chose de nouveau. Après, avec ça, on crée quelque chose Je comprends. Qui est de notre propre individualité. Ouais. C'est-à-dire, on est né de 2. Et donc, on n'est pas l'un ou l'autre. Ouais. On est des 2. Et donc, ça crée quelque chose d'entièrement nouveau. Et la vie, elle est intelligente. La vie, elle aime créer des belles formes. La vie, c'est la vie qui crée des fleurs, des arbres, des montagnes, des horizons, coucher, lever de soleil. Quand on regarde un animal, c'est rare qu'on n'ait pas épris par la beauté de cet animal, mais on ne se regarde pas de la même façon, mais on a la même beauté, on a la même perfection. Et donc, la vie veut créer quelque chose de beau, veut créer quelque chose d'harmonieux. Et donc, si on se remet à la vie, à travers nous, cette impulsion de vie peut créer quelque chose de vie en nous et dans notre vie. Mais si on rejette la vie, on inhibe la vie, on contraint la vie. Et en quelque part, quand on rejette nos parents, on rejette la vie. On a la vie, nos parents nous ont donné la vie. On a ce don de la vie à travers ces êtres-là. Ils sont humains, donc ils ne peuvent pas être parfaits, mais la vie agit à travers eux. Alors quand on les juge, on crée comme un refus. Si on sort de nos jugements et on les accepte, alors accepter n'est pas pardonner. Accepter est juste accepter que c'est comme ça ne peut pas être autre chose. Et il y a une phrase que j'aime souvent dire, ça a été comme ça parce que ça a été voulu. Et comment on sait que ça a été voulu? Parce que ça s'est passé comme ça. Et rien ne peut se passer qui n'est pas voulu. Ça s'est passé comme ça, c'était voulu comme ça. Et donc, ça a un sens plus grand qu'on ne comprend pas. Mais si on l'accepte, ce sens peut se révéler. Si on le refuse, si on le juge, ça aurait dû être un peu moins de ça. Ça aurait dû être un peu plus de ça. C'est comme là, ça on vient changer le sens. On essaye de le moduler. De l'accueillir comme il est réellement. Oui, on nie la réalité. On essaie d'en créer une autre. Mais finalement, on ne sort pas d'un sentiment d'être contracté. Puis pas dans l'élan de vie. En fait, c'est que on est dans le contrôle dans ce temps-là. Puis on n'a aucun contrôle. Ben, pas sur ça. Le contrôle que l'on a, c'est ou d'accepter ou de refuser. C'est le seul contrôle que l'on a vis-à-vis de la vie. C'est juste un ou l'autre t'amène pas à la même place. Exactement. S'il se passe quelque chose qu'on ne veut pas, mais ça s'est passé. Qu'est-ce qu'on va faire? On va continuer à lamenter pendant 20 ans qu'on ne voulait pas que ça se passe? Non, on passe pas à autre chose. On ne peut pas intégrer l'événement puis laisser la vie créer des nouvelles formes. Vous avez déjà entendu parler de... C'est une histoire connue parce qu'il y a un écrivain qui s'appelle Eckhart Tolle. Vous connaissez Eckhart Tolle? C'est un écrivain qui écrit sur la spiritualité puis le pouvoir du moment présent. Puis il raconte l'histoire du fermier chinois. Super belle histoire. Alors, il y a un vieux fermier chinois qui travaille ses terres seul avec son fils puis un cheval. Puis la vie est difficile, puis c'est un équilibre précaire. Je l'ai sur... j'écoute beaucoup de taoïsme. Oui. Puis tu connais cette histoire? Oui, elle est dedans. Oui, Mais vas-y, raconte-la.
Un jour, le fils, il attache mal le cheval. Puis le soir, la nuit, le cheval s'enfuit dans les bois qui sont au bout du champ. Là, il se lève le matin, il n'y a pas de cheval. Donc là, ils vont devoir faire les terres à la main. Ça va être beaucoup plus difficile. Et effectivement, ils doivent se lever plus tôt, doivent se coucher plus tôt. Les journées sont plus ardues. Le soir, le père va à la taverne, où tous les autres fermiers se réunissent. Puis il leur raconte, écoutez, mon fils, il a mal attaché le cheval. Puis les fermiers l'écoutent, puis ils disent, mais quelle catastrophe! Il s'énerve, là. Comment tu vas faire? Quelle malchance! Puis là, calmement, il leur répond, malchance, bonne chance. On verra bien ce qui se passe. Puis la vie, le prochains jours, est pas mal plus difficile, mais ils se débrouillent, ils sont fatigués, ils se couchent, le corps épuisé. Mais un jour, le cheval revient avec 3 juments. Donc là, ils se mettent à dresser les juments. Là, ils ont 3 chevals supplémentaires. Et puis là, ça se passe merveilleusement bien. Là, le travail va beaucoup mieux, c'est beaucoup plus facile. Le soir, le fermier va à la taverne, puis il raconte aux autres fermiers. Ils sont émerveillés. Mais c'est incroyable! Quelle bonne chance, quelle bonne fortune! C'est incroyable ce qui t'arrive! Bonne fortune, mauvaise fortune. On verra bien ce qui se passe. Quelques semaines plus tard, un des juments, qui était encore un peu sauvage, a donné un coup de pied et a fracassé la jambe du jeune. Là, ça y est, ça va être des mois de convalescence. Là, le vieux va devoir faire tout le travail tout seul. Le soir, à la taverne, il raconte l'histoire. Puis là, les autres fermiers s'emballent. Encore? Incroyable ce qui t'arrive. Quelle mauvaise fortune. Comment tu vas faire? Bonne fortune, mauvaise fortune. On verra bien ce qui se passe. Quelques semaines plus tard, le jeune encore alité, le vieux fait tout le travail tout seul. L'empereur déclare la guerre avec un royaume voisinant. Les soldats royaux passent à toutes les maisons pour ramasser les jeunes, pour faire la guerre, pour aller au front. Ils viennent cogner à la porte du vieux fermier. Ils voient le jeune alité. Ils passent à la prochaine maison. Ils le laissent. La plupart des jeunes ne sont pas revenus parce qu'ils sont décédés dans la guerre, tandis que le jeune a pu guérir et puis la saison d'après être avec son père. Ouais. Donc, fait que ce qui était une malchance au départ devient une chance. Exact, ouais. Mais ce qui devient une chance devient une malchance. Et avant que ça devienne... c'est ça. Avant que tu saches que ça devient, il faut que tu l'acceptes quand même. Tu peux pas l'accepter en disant « Ah, mais si il déclare la guerre, au moins, il sera pas envoyé. » Tu sais, faut que tu fasses le projet d'acceptation ne sachant rien. Je suis pas sûre de ça, excuse. Ben, c'est qu'il faut que tu acceptes ne sachant pas ce qui s'en vient. Ah oui. OK, dans ce qu'ils viennent de raconter, les étapes. Mais dans la vie, tu sais, dans la vie, il se passe des choses, puis on veut certaines choses, on veut pas certaines choses. Puis, tu sais, c'est le fondement du bouddhisme. Le Bouddha, après son illumination, a offert un serment, puis il disait que la souffrance humaine, elle venait de notre attachement. Il y a des choses qui se passent et on veut pas qu'elles se passent. Il y a des choses qui ne se passent pas et on veut qu'elles se passent. Et puis, ça crée toute notre misère. Et donc, quand on est vraiment dans l'acceptation, puis on se laisse se faire porter, puis on rencontre les événements dans le moment présent, du mieux que l'on peut, comme l'on peut, mais là, ça y est, la vie s'exprime autrement. Et nous, on répond à la vie autrement. Et c'est incroyable comment beaucoup de nos blessures viennent de ce genre de langage. On regarde notre histoire familiale, puis au fond de nous, on souhaite qu'elle soit autre chose. On aurait aimé, tu sais, moi j'aurais aimé que mon père, il m'encourage plus quand j'étais plus jeune. J'aurais aimé que ma mère me prenne plus dans ses bras, tu sais, quand j'en avais besoin, et ainsi de suite. Puis les 1000 choses qu'on se dit. Puis ce qu'on fait, on crée une sorte d'histoire, comme presque une légende intérieure, qui entretient une certaine identité contractée. Puis quand on regarde nos parents, puis on les accepte véritablement, on accepte leurs erreurs, on accepte leurs limitations. Ils n'auraient pas pu être autre chose. C'est tout ce qu'ils savaient là où ils étaient rendus sur leur chemin. Puis on regarde dans leur profondeur, puis on sent l'essence de ces êtres-là. À ce moment-là, d'un coup, on se place dans une position de réceptivité. L'humilité, c'est une position de grande réceptivité. Et là, d'un coup, on s'ouvre à eux. Et le canal de la vie s'ouvre à nous. Parce que la vie vient de eux. Et là, à ce moment-là, on peut sentir tout le bon qu'ils nous ont donné.
Tu sais, dans un de mes ateliers, il y a eu justement ce genre de situation-là, où il y avait une femme qui avait vraiment une rancune avec son père. Puis à travers l'atelier, elle a laissé aller la rancune. On ne va pas dans le pardon, ça c'est autre chose, on peut en parler. Juste dans l'acceptation. Et puis dans l'acceptation, il y a comme une façon de voir autrement, voir la personne dans son humanité. Puis l'acceptation, c'est un choix. En quelque part, oui. C'est comme un lâcher-prise, tu sais, de vouloir que les choses auraient été autre chose. Mm-hmm. Là, la semaine d'après, quand tu es revenue, parce que c'est un atelier qui continue sur 6 semaines, elle disait qu'après qu'elle a fait ce lâcher-prise, il y a plein de mémoires complètement oubliées, de beaux moments qu'elle avait partagés avec son père qui lui est revenu. Donc là, ça lui a permis de raconter toute son histoire. Tu sais, quand elle l'avait laissé aller... Puis toute son histoire complète, pas juste les éléments qu'elle nourrissait, dans le fond. Oui, c'est ça. Qui confirmait elle nourrissait par sa rancune les mauvais moments, puis ça obstruisait, ça occultait tous les autres événements. Là, elle voyait plus large. Oui, les événements difficiles avaient eu lieu, mais là, elle pouvait les relativiser. Ça les soustrait. Et puis là, elle pouvait s'ouvrir au bon et choisir d'être, donc, la fille, non de sa blessure du père, mais la blessure de sa lumière. Puis là, ça lui permettait de vivre beaucoup plus de lumière dans sa vie. Et vivre, la rencontre avec les hommes complètement différemment. Tu sais, de laisser aller toute une méfiance et de reconnaître le bon dans l'homme. Tu sais? Donc, je pense que c'est vraiment une clé. Tu sais, une clé pour s'ouvrir à notre propre potentiel. C'est regarder nos parents avec acceptation et puis dans leur lumière. Ouais. Tu sais, on ne veut pas qu'on nous juge par nos défauts. Oui, on en a tous. Ouais. Tu sais, mais si je devais parler de vous, tu sais, je vous rencontre, tu sais, puis là, j'irais voir quelqu'un, puis là, je parle, il y avait ci, il y avait ça, il y avait ça. Ou, tu sais, je choisis de porter attention aux éléments lumineux, tu sais, puis je donne de la valeur à la lumière. Ça, c'est pas être dans le déni. Non. C'est ça. C'est juste être dans l'acceptation. Perception. Comprendre que oui, on est humain. Nos parents ont été imparfaits. Ils ne pouvaient pas être parfaits. Ils sont humains. Tu sais, effectivement, les juger, c'est comme avoir une attente inconsciente qui devait être parfait pour nous. Tu sais? Puis il n'y a pas une mère au monde qui n'a pas une culpabilité. Parce qu'elle sent les besoins de l'enfant. Puis elle sent que pour remplir les besoins totaux de l'enfant, elle devrait être la Vierge Marie, tu sais. Elle devrait être un être parfait, elle devrait aimer d'une façon totalement inconditionnelle. Mais elle est humaine, elle a ses propres besoins. Puis donc, de temps en temps, elle doit choisir ses propres besoins au-dessus de celles de l'enfant, puis elle voit que ça blesse l'enfant, mais c'est comme nécessaire pour son équilibre. Et puis là, elle porte, malgré elle, une culpabilité, tu sais. Mais c'est juste être humain. Donc, là, déjà, mettons que ce travail-là est fait, là, si on parle de l'enfant de la mère ou du père, là, mais qui commence à avoir une réconciliation interne avec cette partie-là de nous. Est-ce que, vu qu'il y a un lien avec nos parents, est-ce qu'il commence à avoir une certaine réconciliation pour le parent, même si c'est pas lui qui a fait, tu sais, comme indirectement? C'est une bonne question. Parce qu'effectivement, on est liés psychiquement, on est des êtres télépathiques, puis il y a des liens. Puis effectivement, quand un membre d'une famille vit un grand changement, ça a des répercussions sur toutes les autres. D'abord, la première chose qui se passe, c'est que on interagit différemment avec l'autre. Si, par exemple, on anticipe inconsciemment que quelqu'un va être en colère, avant, là, j'ai rendez-vous avec l'autre, puis il est toujours en colère, puis on va se disputer, puis c'est sûr, puis ça va être tough. Tu sais, on rentre dans le rendez-vous, puis déjà, on est prêt au combat. Et donc, sans se rendre compte, inconsciemment, de façon subliminale, on pousse l'autre à rentrer dans l'arène pour se combattre. Même si, peut-être, tu sais, ils ont gagné la loterie ce jour-là, ils sont dans la meilleure humeur, ils n'ont jamais été de leur vie. Tu sais, ils sont totalement ailleurs. Mais nous, on ne sait pas. Tu sais, mais on anticipe. Et donc, nos anticipations influencent l'autre à être quelque chose. Donc, quand nos anticipations changent, on a plus d'écoute, on a plus d'accueil. Ça donne plus de place à l'autre d'être autre chose. Tu sais, on ne se rend pas compte à quel point on s'influence les uns les autres par nos perceptions, puis on les met dans des boîtes, puis on ne les laisse pas être autre chose que l'on croit qu'ils sont. Donc, si nous, on élargit nos croyances, ça les libère, ça leur donne plus de marge. Et donc, tout de suite, ça crée une nouvelle dynamique. Et l'autre, et j'entends plein d'histoires, d'un coup, l'autre est plus gentil, plus doux, plus bienveillant. Mais pas nécessairement.
parce que l'autre aussi, dans son chemin d'âme, il doit faire le choix, lui aussi, de choisir la lumière. Ouais. Et il se pourrait que, à son rythme, à lui, il n'est pas prêt à le faire. Mais une partie de ce processus, c'est de laisser l'autre son rythme, de vraiment les accepter. Puis, quand on les accepte, ben, leur mauvais comportement reste avec eux. Ça nous impacte moins. T'sais, imagine les deux personnes qui marchent dans la rue, puis là, ils croisent quelqu'un. Puis là, la personne, peut-être malade, puis elle les lance des injures, puis elle leur crache dessus, puis là, continue sur leur chemin. La première personne rentre chez eux, puis elle dort pas de la nuit, elle est tellement, heurtée par les insultes, puis l'agression de l'autre. L'autre rentre chez lui, puis il a pitié pour l'autre. Elle dit, pauvre personne, elle est tellement malheureuse, j'espère qu'elle trouve la paix. Puis elle s'endort paisiblement. C'est le même événement, mais deux réponses totalement différentes. Il y a une autre belle histoire d'un père terrible, alcoolique, abusif, qui a élevé 2 garçons. Plus tard dans la vie, un des garçons est devenu un mendiant, puis l'autre est devenu tête d'une multinationale, multimillionnaire. Puis là, un journaliste décide de faire un entretien avec les deux frères. Puis il va voir le mendiant, puis lui demande « Comment ça se fait alors que ta vie est devenue ce qu'elle est devenue? » Puis le mendiant lui répond « à cause de mon père. » Puis évidemment, il va voir l'autre, puis il dit « Comment tu as pu faire tout ce que tu as fait? Comment tu as pu accomplir tout ça? » Qu'est-ce qu'il lui répond? À cause de mon père. Donc, tu sais, le sens que l'on donne aux événements transforme qui nous sommes, nous donne accès à notre potentiel ou non. Tu sais, donc, quel sens allons-nous donner à notre histoire? Tu sais, puis à ces êtres-là. Une chose qui est certaine, c'est que ces êtres-là ont une importance immense dans notre être. C'est vraiment comme des déités. C'est des dieux dans notre royaume intérieur. Ils ont toujours une immense influence sur nous. Donc, on peut pas nier cette influence. On peut pas s'en éloigner. On peut pas la fuir. On peut pas la supprimer. On peut pas s'en éloigner. On peut s'éloigner géographiquement, plus leur parler pendant 20 ans. Mais on y pense à tous les jours quand même. On cherche toujours leur approbation. On cherche toujours leur amour. Ça nous coûte de quelque chose. Oui, complètement. Oui. C'est sûr que, ceci dit, si la personne a vraiment, vraiment des mauvais comportements, puis elle est attachée à ces mauvais comportements, puis elle n'est pas prête à s'en sortir de ces mauvais comportements, il n'est pas nécessaire de se rendre victime de ces comportements-là. Puis on peut faire le travail à distance. C'est ça ma question. Fait qu'on n'a pas besoin de la dite personne pour faire le travail. Non, ils sont en nous. Ils sont à l'intérieur de nous. Ils vivent en nous, ces êtres-là. Puis quand on les regarde dans leur humanité et dans leur divinité, puis on se dit l'enfant de l'aspect lumineux divin d'eux, tu sais, ça change. Nous, on devient l'héritier de quelque chose de lumineux. Tu sais, et imaginez, tu sais, un prince qui se sent d'une grande lignée qui remonte à des générations, tu sais, royales. Tu sais, le sens de mérite qu'il a. Et quelqu'un qui vit dans la pauvreté d'une longue génération de gens qui vivaient dans la pauvreté. Tu sais, le sentiment de mérite. Au fond de nous, on veut se donner la permission de mériter notre épanouissement, de mériter notre potentiel, de mériter des grandes et des belles choses. Et ce sentiment profond de mérite vient encore du regard que l'on a de nos parents. Tu sais, qui sont-ils, ces êtres-là? Tu sais, est-ce qu'il y a une dignité en eux qui peut nous, alors, nous dire, c'est l'héritier d'une lignée digne? Puis même si eux se nient leur dignité, nous, on peut la retrouver pour eux. Et puis là, ça donne sens. Tu sais, on est tellement attaché à eux, on va souvent répéter de leur comportement juste pour entretenir le lien. Si nos parents ont vécu dans la pauvreté, il va être difficile pour nous de se donner la permission de devenir riches parce qu'on pourrait se dire s'écarter de eux. Donc, juste pour entretenir le lien avec eux, on va se garder pauvres. Ça, c'est inconscient. C'est totalement inconscient. C'est profond. C'est des forces profondes en nous. Mais si on se dit que leur pauvreté était simplement une étape d'apprentissage, que cet homme-là avait besoin de apprendre quelque chose avec cette expérience, puis ils nous ont transmis, ils nous ont élevés dans la pauvreté, mais ils nous ont transmis les clés pour la transformer, pour que ça soit autre chose. Puis si on imagine que si nous, on devient riche,
ça complète leur apprentissage et que leur âme... Oui, c'est ça. Et leur âme alors se réjouit. Tu sais, parce qu'au fond de eux, le parent veut toujours mieux pour l'enfant, veut que l'enfant les dépasse. Au fond d'eux, dans leur âme, pas forcément au niveau de leur humanité et dans leurs croyances limitantes, mais au niveau de l'âme, oui. Tu sais, en Inde, comment on se dit bonjour, tu sais, ça s'est répandu dans la culture de yoga, puis dans tous les cours de yoga, on le dit au début puis à la fin, on dit namasté. Ouais. Puis les gens, ils savent. Mais si on s'arrête puis on médite sur le sens de ces paroles-là, namasté veut dire la lumière en moi reconnaît et salue la lumière en toi. Je savais pas, c'est magnifique. Donc, il y a quelque chose d'intrinsèque dans la culture où les hindous, ils savent qu'il y a une dualité dans la nature humaine. Il y a l'humanité, ce que je vois, la personne, tu sais, dans sa souffrance, dans ses luttes, dans ses aspirations, dans ses insécurités. Mais il y a autre chose. Il y a une lumière de l'âme. Puis c'est ça l'essence de l'être. Puis moi, quand je la salue, c'est ça que je la salue. Mais qu'est-ce qui la salue? C'est la lumière en moi qui la salue. Il y a un verset dans une prière hindoue qui dit « Seulement le divin peut reconnaître le divin ». Et donc, c'est ça, le divin en moi qui reconnaît le divin en toi. Alors, pour reconnaître le divin en toi, je dois accéder le divin en moi pour le voir. Tu sais, et là, c'est de fonctionner à un autre niveau. Tu sais, quand on voit quelqu'un qui est en colère, c'est une peine qui s'exprime. La colère, elle est surface. Ouais. Sous-jacent, il y a une peine. Tu sais, il y a un sentiment de trahison, il y a une douleur, il y a une peine d'amour, ou tu sais, un sentiment d'une frontière qui a été traversée. Tu sais. Puis si on peut alors pas réagir, évidemment, c'est plus facile à dire que de faire, à la colère, puis sentir quelque chose qui est sous-jacent, puis répondre à ce sous-jacent, mais là, il peut se passer d'autres choses. Tu sais. Mais c'est vrai, quand tu dis c'est plus facile à dire qu'à faire, mais plus tu te prêtes à cette pratique-là, plus ça devient simple. Tu es mieux capable d'identifier tout ce qui est sous-jacent, puis t'y attarder, mettre la bonne énergie au bon endroit. Là, ben oui, ben c'est commencer à cultiver dans nos perceptions et dans notre regard, tu sais, qu'on est multidimensionnel. Ouais. Qu'il y a quelque chose juste en dessous. Et donc, on commence à cultiver notre attention, tu sais, et l'énergie va où l'attention va. Mm-hmm. Donc, si on regarde juste la surface, on voit que la surface. L'énergie va à la surface. Mais si on porte attention à quelque chose de sous-jacent, ben là, on lui donne de l'énergie. Et donc, ça le dynamise, ça l'anime. Puis, on peut commencer alors à interagir avec. Puis activer ces aspects de nous-mêmes. Mm-hmm. Fait que quelqu'un qui a tu sais, que ça pique sa curiosité, là. Il entend tout ça, puis il est comme, OK, parce que qui a pas allé là? Oui. Non, je pense qu'on pourrait tous profiter d'aller par là. Oui. Comment ça fonctionne, ce que tu offres? Ben là, le programme qui va commencer lundi soir, on va faire 2 séances. On va faire une le lundi soir à 7h PM et un le jeudi matin à 10h AM. Ça va être la même séance. C'est juste pour donner les créneaux plages horaires pour donner plus de disponibilité. Puis ça, on est en présentiel? Ça va être en ligne. En ligne? OK. Oui, et donc là, ça va être en gros des méditations. Je vais expliquer les principes, puis là, on va faire des exercices d'introspection, d'écriture automatique, de réflexion. On va aller éveiller notre intuition de ces êtres-là, notre histoire, nos liens avec eux, et commencer justement à activer et réveiller cette autre façon de se raconter sa propre histoire. Parce que c'est important aussi de rentrer dans ce type de processus-là avec de la patience, hein? Parce que des fois, on a le goût de déjà soit tout savoir ou tout comprendre, puis ça se peut que le chemin soit moins direct qu'on croit, en fait. Ben, ça va être, tu sais, je veux dire, je suis sûr que c'est un chemin de vie. Tu sais, et puis on pèle des couches, comment dire, on pile des couches, tu sais, comme un oignon. On laisse aller une couche, on laisse aller une autre couche, puis on découvre l'ampleur et la richesse de nos profondeurs. Mm-hmm. Quand on commence à cultiver une rencontre avec nos profondeurs, c'est incroyable comment c'est nourrissant. Puis il y a des couches et des couches et des couches à découvrir. Tu sais, on a une grande profondeur en nous. Puis on a des capacités d'état et d'expérience de connexion extraordinaires. Tu sais, on a une capacité d'amour vraiment, vraiment profonde. Puis on cherche vraiment l'occasion, tu sais, puis les moyens
de partager cet amour-là. Donc, dans ce cas-ci, tu sais, ça va être sur 6 semaines. Chaque séance, tu sais, on va faire différents thèmes. On va aller regarder dans une séance la lumière de notre mère. On va prendre le temps, genre, pour la regarder quand elle était à son meilleur. Qui était-elle? Comment elle s'exprimait? Qu'est-ce qu'elle faisait? Tu sais, c'était quoi ses aspirations? C'était quoi qu'elle voulait accomplir? C'est quoi qu'elle n'a pas pu accomplir, mais qu'elle aurait pu? Parce qu'on porte ça en nous. Tu sais, puis il y a quelque chose d'extrêmement satisfaisant de réaliser quelque chose que notre parent aurait voulu réaliser, mais n'ont pas pu. On sent une connexion vraiment, vraiment intime avec eux. Ensuite, on va aller voir, genre, la blessure de la mère. C'était où était sa lutte? Avec compassion, tu sais. Puis c'est quoi les leçons pour elle, puis cette âme-là dans cette lutte-là? Puis comment on porte ça aussi? Puis comment aussi, là où il y avait une lutte, nous, on peut aussi l'emmener vers une réalisation, tu sais, comme si parce qu'on porte une part de ça, puis on va faire avec le père. Puis là, tu sais, on ira sûrement voir l'enfant intérieur en nous. Puis un aspect de nous à venir quand tu sais, quand nous, on réalise notre potentiel, qui serons-nous? Tu sais, le grand psychologue Carl Jung disait que tout ce qu'on va devenir existe en nous, en quelque part, aujourd'hui. Ouais. Et ça devient notre voie intuitive qui nous guide sur notre chemin, qui nous guide vers certaines expériences pour expérimenter des parties de nous qui sont enfouies, pour les manifester et pour les devenir. Mm-hmm. Et donc, oui, on va aller à la rencontre de, tu sais, toutes ces facettes de... Puis, y a-t-il un avantage à faire ça en groupe versus individuel? Bonne question. Ben, c'est sûr que je le fais aussi en individuel. Tu sais, j'ai un petit bureau, puis les gens viennent en individuel. Et puis, c'est sûr qu'en individuel, je peux vraiment suivre la personne avec beaucoup plus de précision et de détails. Il y a quand même quelque chose d'agréable de le faire en groupe parce qu'on est soutenu par une énergie de groupe. Le groupe crée une énergie. Dans le groupe, il y a quelque chose... Il y a une... Comment dire? Parce qu'effectivement, on est des êtres psychiques, on est des êtres télépathiques, il y a quelque chose qui se forme dans le groupe. On est capable de faire plus et d'aller plus loin quand on est soutenu par un groupe que l'on le fait tout seul. Mm-hmm. Quand on reconnaît les luttes et les défis des autres, puis effectivement, il va y avoir un groupe privé dans ce processus pour qu'on partage de nos expériences, qu'on partage de nos découvertes, puis être dans ces échanges, ça nous alimente, ça nous fortifie, ça nous encourage. Ça nous fait aller vers l'autre aussi, il y a comme qu'il y a une naissance de quelque qu'on n'est pas seul. Ouais. De laisser cette proximité-là vivre, tu sais. Oui, tu sais, il y a cette expression qu'on doit porter notre croix. Mais si ensemble, on portait nos croix, genre, ça l'allège pas mal. Ouais. Mais ça... Ben, il y a un dicton aussi qui dit ensemble, on va plus loin. Ouais. Ben oui, complètement. Ouais. Ensemble, on est plus fort. Oui. Puis, tu sais, d'avoir d'autres personnes qui témoignent de nos accomplissements puis de nos réalisations, ça les valorise. Ça crée une empreinte. On se sent vu puis plus capable. Puis, est-ce que c'est... je sais pas si ça a un lien ou pas de lien, mais c'est ce qui me vient en tête. Tu sais, parce qu'on sent un engouement dans la société de briser des schémas, d'aller voir plus loin, de s'intéresser à ce qu'on s'intéressait pas. Tu sais, on était plus dans la performance, la production avant. Là, on sent qu'il y a une quête de l'humain, de compréhension. C'est la numérologie qui fait ça? Tu comprends qu'est-ce que je veux dire? Est-ce qu'il y a quelque chose dans les astres? Ouais. Est-ce quelque chose de cosmique? Est-ce qu'on arrive... Écoute, c'est ce qu'ils disent. Je veux dire, l'être humain en tant qu'individu, mais en tant que collectif est en évolution. Mm-hmm. Puis si on regarde un petit peu, genre... Tu sais, je veux dire, aujourd'hui, tout le monde a l'ouverture et la permission et l'encouragement d'aller voir un thérapeute. C'est normal, ça fait du bien. Quand on entend que quelqu'un va sur son thérapeute, on trouve que c'est une bonne chose. On valorise ce geste-là. Tu sais, la personne s'occupe d'elle-même. Nos parents, là, c'était pas ça, là. Ouais. Nos parents, là, la personne qui allait voir, genre un psychologue, là, c'est comme... il était fou, ou il était pas capable de gérer ses problèmes. Ouais. C'était mal vu. Il y avait un tabou. Tu sais. Puis la génération avant, ça existait même pas. Ouais. Tu sais. L'intelligence émotionnelle, c'est énormément raffiné et évolué. Aujourd'hui, on a une capacité de parler de nos émotions qu'on n'a jamais vues. On n'a jamais vu. Tu
Et c'est sûr que c'est une grande richesse. On évolue. Donc, on est plus prêt à ça, collectivement. Puis, comme je disais, la vie est intelligente. Elle veut créer des formes de plus en plus belles, puis de plus en plus, épanouies. Et donc, moi, je suis convaincu que nos parents, dans leur lumière et nos blessures, se sont rencontrés pour créer un être qui allait pouvoir prendre ces enjeux-là, puis les emmener à un autre niveau. Et donc, collectivement, je pense qu'il y a un éveil qui est en train de se passer. Ouais. Malgré le chaos qu'on voit dans le monde, je pense qu'il y a quand même une montée d'amour et de lumière et de conscience qu'on n'a jamais vue. C'est d'ailleurs ce qui fait du bien dans un chaos, là. Ben oui, les deux peuvent cohabiter. Des fois, le chaos fait naître. Oui, effectivement. Oui, tout à fait. Oui. Est-ce que tu crois qu'on est obligé de passer vers une souffrance ou un chaos pour un éveil, une libération, accueillir la sérénité? C'est une bonne question. C'est sûr que la vie, elle est ce que la vie est et les défis sont inévitables. Mais l'ampleur et le niveau de souffrance, ça va dépendre effectivement de la façon qu'on rencontre la chose. Comme tu disais tout à l'heure, Destinée, c'est un événement qui a lieu, puis on continue à l'opposer, ben là, on amplifie notre souffrance. On perpétue notre souffrance. On la rend interminable. Mais si on fait un abandon, un lâcher-prise, on l'accepte véritablement, là, il y a quelque chose qui se passe. Il y a un élargissement de la conscience. Il y a quelque chose qui s'installe, qui se comprend, et on devient une personne plus expansive. Puis si on regarde sincèrement notre vie, les moments de plus grande croissance qui ont vraiment fait la personne qu'on est, avec les forces que l'on a, ben, ça a été les moments les plus difficiles. Mais quand la difficulté a été intégrée, acceptée, la force émerge. Tellement. Tu sais? Puis je pense aussi, ça m'amène à dire ça, tu sais, quand tu dis, mettons, si on s'ancre dans la souffrance ou on génère ces pensées-là pour nourrir ça, en fait. Puis c'est inconscient, là, des fois, c'est qu'on est tellement attaché, on s'est tellement identifié à ça qu'on n'arrive pas d'avoir un autre langage. Et comme moi, mais comment tu chasses, mettons, j'ai vécu telle souffrance, tu sais. Comment tu veux que je fasse? Ça, c'est l'enfer, là, tu sais, c'est grave, là, ce que j'ai vécu, nanana. Puis juste, individuellement, je pense que si on se dit, qu'est-ce que je serais sans ça? Ou que si j'enlèverais de l'impact à ça, sans l'enlever, parce que, tu sais, des fois, on y est attaché, là, on peut pas, on est juste dans la négation de dire, oublie ça, là, tu sais, l'autre, elle comprend pas ce qu'on dit, comme, hey, tu comprends pas, toi, t'as pas vécu ça. Mais si on fait juste se dire ça, je trouve qu'il y a une partie de notre subconscient, des fois, qui commence à faire un petit travail pour se dire, il y a peut-être une autre vision. Tu sais, comme le délaissement de cette dite chose se fait en catimini, genre. Après, si tu y remets de l'énergie, bon, ça va être plus grand. Oui. Mais tu sais, je pense que, de s'autoriser à se dire, tu sais, curieusement, si je ferais autrement, genre. Oui. Qui suis-je sans cet événement-là? Qui suis-je au-delà de ça? Puis là, de découvrir que, j'existe quand même. Je suis encore là. Tu sais, dans tout ce que je suis. Je perds rien véritablement. Même souvent, j'ai perdu mon $1 million. Tu sais, j'ai perdu, donc, mon statut devant, genre. Puis qui je suis sans ce statut, tu sais? Mais si vraiment on laisse aller, il y a une retrouvaille avec quelque chose qui a une plus grande valeur. Puis là, on s'installe dans une nouvelle identité, tu sais, avec des racines beaucoup plus profondes. Ça me fait penser à... Dans l'Église, il y a un dicton que j'adore, c'est... Si t'es dans ta foi ou dans ton acceptation de la réalité ou comment tu t'intègres à ta réalité et tu te dis, Dieu, qu'est-ce que tu fais en moi? L'énergie que tu apportes est tellement différente que si tu dis, qu'est-ce que tu peux faire à travers moi?
C'est à quoi est-ce que moi, je peux participer? À quoi est-ce que moi, je peux élever qualité, comme soutenir ou peu importe, mais ça devient bien moins individuel, puis bien plus collectif, bien plus soudé, ancré, meaningful. Oui, puis il y en a un que c'est prendre action, puis l'autre, c'est comme fais-le pour moi. Ouais, c'est ça, je veux recevoir. Ouais. Puis l'autre, c'est comme, hey, comment je peux avancer pour atteindre ces chemins-là, pour allier quoi que ce soit. Fait que je trouve que ça me fait penser ta vision, ce que tu vas voir sur ton chemin va être bien différent que si ton discours interne est comme « sauvez-moi ». Oui, 100%. Ouais. Oui, on devient au service d'eux, on devient un instrument de... Puis on se laisse se faire guider. Ça n'empêche pas de quand même placer des intentions, avoir des aspirations, mais que quelque chose coopère avec nous, quelque chose, on est aligné avec quelque chose qui nous emmène vers ces choses-là. Ouais. C'est un travail sans fin, mais avec de l'énergie, je pense, différente au cours du processus, là, tu sais, parce que il y a des choses qui ont été faites. Comme de l'énergie renouvelable. Ouais, mais tu sais, ce que je veux dire, c'est que des fois, on attrape des nœuds qui sont plus coriaces ou qui sont plus difficiles à défaire ou qu'on a plus d'attaches. Fait que ça prend une plus grande énergie, c'est plus chaotique, c'est plus lourd. Mais quand tu sais, c'est pas comme ça tout le parcours. C'est ça que je veux dire. Il y a de l'allègement qui se crée, mais c'est juste comme sans fin. Parce qu'un coup que tu crées de l'allègement, il y a autre chose qui survient de ça. C'est juste comme de naviguer là-dedans avec... Ben, tu sais, ce qui est intéressant, c'est que plus on se déploie, plus notre énergie devient large, plus on a de moyens, plus on rencontre un autre niveau de difficulté. Tu sais, par exemple, il est bien connu là, que les gens qui gagnent la loterie, je pense 95% d'entre eux, après quelques années, ils vivent des vies souffrantes, profondément souffrantes. Parce que tout ce qui s'est passé, c'est que l'argent a amplifié tous leurs problèmes. Ouais. Ils avaient simplement pas les moyens de les gérer. Mais c'est à tous les niveaux. Quand on devient plus humble dans notre énergie, on rencontre des défis d'un autre ordre. Et donc, on est continuellement en train de se remettre à quelque chose de plus grand pour qu'on soit un instrument, pour que cette chose-là nous aide à naviguer ces choses-là. Ah, c'est tellement intéressant. Je voudrais retourner là encore. Puis, et donc, il y a une grande écrivaine qui disait que la chose qui nous fait le plus peur, c'est pas notre noirceur, c'est notre lumière. On a peur de notre propre lumière. On a autant peur de la réussite qu'on a peur de l'échec. Imagine quelqu'un qui gère une entreprise. Puis, tu sais, c'est une petite entreprise, il y a 5 employés, ils font un tel chiffre d'affaires. Puis d'un coup, il y a un contrat qui lui fait doubler. Là, il y a 30 employés. Puis il y a genre beaucoup plus d'argent. Là, les problèmes se multiplient. Est-ce qu'il y a les moyens de naviguer ce niveau de problème-là? Tu sais, ça fait peur. Alors souvent, les gens vont se saboter pour éviter de rentrer dans cet univers-là de problèmes, pour rester petits, malgré qu'ils lamentent, qu'ils veulent grandir. Tu sais. Mais il y a quelque chose, tu sais, c'est une autre prise de responsabilité de soi. Tu sais, de se déployer plus large et plus grand corps. Tu sais. Donc, je ne sais pas où il en est, votre podcast, mais là, d'imagine que vous quadruplez votre public là, d'un coup. Là, tu sais, vous allez recevoir toutes sortes de commentaires, nananani. Tu sais, ça va être autre chose à gérer. Ouais. Êtes-vous prêt à gérer tout ça? Tu sais, avez-vous les racines, tu sais, l'ouverture à soi, tu sais, vous installez dans vos cœurs pour pouvoir... c'est naviguer ces problèmes-là tout en gardant la paix. Ou peut-être ça va nous faire rendre compte qu'on n'a pas totalement ça, mais qu'il faut s'outiller. Ben, c'est ça. L'expérience pourrait vous aiguiser, vous entraîner à le faire. Ouais. Mais c'est sûr que c'est ce que ça veut dire. Ouais. Grandir veut dire plus de problèmes à d'autres niveaux. Ouais. Puis donc, il faut des attitudes installées en place pour les vivre tout en gardant la paix. C'est ça, j'ai entendu. J'en ai un autre influenceur qui disait genre, que le taux des réussites de quelqu'un était directement lié à leur capacité de rencontrer le stress. Est-ce qu'on est capable de rencontrer le stress sans être stressé? Tu sais, que le stress, c'est juste quelque chose que je gère, puis ça, tu sais, c'est pas quelque chose qui est en moi. Tu sais, c'est juste des problèmes à résoudre. Tu sais? Ouais. Mais ça, des fois aussi, je trouve que c'est... Dans les mots, on connaît pas la signification, tu sais.
Oui, comme tout le monde a sa définition du stress, tout le monde a sa définition de l'acceptation. Est-ce que ça veut dire juste faire comme si ça n'existe pas? Est-ce que c'est d'apprendre à le ressentir, mais de le mettre à la bonne place? Comme... Mais pour revenir à ce que moi j'emmène, moi, ce que j'ai découvert, c'est que pour vraiment se permettre le prochain niveau de notre cheminement, on a besoin, au fond de nous, de sentir qu'on a la bénédiction de nos parents. On a vraiment besoin de sentir que notre père dit oui, genre j'approuve, que notre mère dit oui, j'approuve. Puis dans leur humanité, dans ce qu'ils sont, dans leurs limitations, ils ne sont pas toujours capables de donner cette bénédiction-là. Et sans cette bénédiction-là, on ne va pas vraiment se permettre de le faire. Parce qu'on va l'impression d'aller à contre-courant de quelque chose, à contre-courant de eux. Et notre loyauté de eux va prendre le dessus et inconsciemment, on ne va pas se laisser aller. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est vraiment important. Si nous, on veut vraiment se déployer, vraiment étendre nos ailes. C'est comme le point de départ, là. Oui, il faut regarder les ailes de nos parents, même si eux-mêmes ne les voient pas. On doit nous voir les ailes de nos parents, puis les imaginer grands, tu sais. Puis qu'eux, ils nous disent oui, vas-y, tu sais. Puis là, ça y est, ça change tout. On a une autre force en nous, là, quand on sent qu'on a leur bénédiction. Ouais. Ouais. Ah, c'est intéressant, vraiment intéressant. Quand tu dis paix, parce que tu dis d'avancer avec une paix, par curiosité, qu'est-ce que cette paix ressemble pour toi? À quoi elle ressemble? Ben, c'est de comprendre que les hauts et les bas de la vie sont comme la température. Des fois, il fait soleil, des fois, il pleut. Et puis, mon état intérieur n'est pas déterminé par ces choses-là. Comme mon état intérieur, il vient d'une source intérieure. Et c'est cette source-là qui m'alimente et qui me donne un sentiment d'accueil dans le moment présent. Tu sais, que je vis dans le moment présent, jour par jour, moment par moment. Tu sais, plus je suis en paix, plus je suis dans le moment présent. Puis c'est ça. Puis c'est là où l'expérience a lieu. Tu sais, quand on n'est pas en paix, on n'est pas dans le moment présent. On est ailleurs. On est dans ce qu'on veut que ça soit. Puis c'est pas où on est dans un moment du passé. On est dans une aspiration du futur. Être en paix, c'est juste d'être ici, de vous regarder, de sentir vos énergies, vos présences, de répondre à vos questions, rentrer dans les ondes. Il y a quelque chose qui se lève entre nous. On est en train d'explorer comme un champ ensemble. Puis juste d'être là. Ça. Je dirais que ça soit là, ça la paix. C'est magnifique. Ouais. Je pense que des fois, on essaie de faire les choses pas dans le bon ordre. Ce que je dis, c'est que ça fait longtemps qu'on entend parler du moment présent, mais que personne ne savait comment le mettre. C'est le moment présent, ça voulait dire quoi? Comme, je suis là, ici, maintenant. On est comme un peu comme Louis-José Hood, quand il disait que quand il était jeune, quand il disait que les joueurs allaient jouer à l'étranger, il dit, moi, je pensais que c'était une place. Il allait jouer à l'étranger. Fait que, tu sais, je sais que c'est une conception, mais c'est un peu ça. Quand on dit le moment présent, c'était comme un lieu. Ah oui, une fois, quand je vais être dans le moment présent, mais tu peux pas, ça peut pas se planifier, ça se vit, ça se... Mais c'est beau de voir l'évolution, au début, je suis ici maintenant, non, présent, ici, maintenant, c'est comme, tout était comme abstrait, puis là, au fil, ça fait longtemps là, qu'on entend parler de ça, là, je sais pas combien de temps, mais là, au fil du temps, on commence à démystifier puis mieux comprendre comment s'y rendre. Parce que je trouve qu'il y a eu une grande portion dans le développement personnel qui nous était garochée de l'information, mais on faisait quoi avec cette information-là? Moi, j'ai eu beaucoup de raisonnements. C'est comme, OK, oui, j'entends. Mon intelligence processe l'information. Théoriquement, ça fait du sens. Mais je sais pas comment faire ça. Je t'entends. Là, je trouve ça plus le fun que... Il y a quelque chose de mis en place, de tangible qu'on peut faire, tu sais. Ouais, réellement. Puis là, on a 2 concepts pour toi. Le premier, c'est on aimerait que tu nous dises 3 ou 5 ou 4, ou comme tu feels, fun fact sur toi. 3 fun facts sur moi. Oui. Fun fact. Regarde, je sais pas ce qui est le fun. Chose... Ah, ben, puis c'est pas obligé d'être le fun. J'ai 3 enfants, puis ils sont au cœur de ma vie, que j'aime beaucoup. Maintenant, ils sont plus jeunes. Tu sais, c'est drôle de les appeler des enfants parce que c'est plus des enfants. Ils ont 23, 21 et 18 ans.
ils habitent avec moi. Et puis, on est vraiment une belle petite équipe que j'aime beaucoup. Mais ça me fait penser, vu que tu dis que tu as des enfants, tu sais, comme nous, on va vers nos parents pour comprendre cette espèce de ligne directrice-là puis émaner ce qui est notre essence. Mais là, toi, sachant ça, t'as-tu fait ça à travers tes enfants? Puisque eux, ils ont éveillé des choses pour toi. Ils ont transformé mon lien avec mes parents. Tu sais, je veux dire, un des trucs que l'on voit quand on est parent, c'est l'exigence de la tâche. Puis c'est sûr qu'on a comme un égocentrisme quand on est enfant. Puis quand on grandit, on se rend pas compte, tu sais. On pense juste à nos besoins. Puis l'incroyable sacrifice que c'est. Mais je veux dire, tu sais, le mot sacrifice, dans son étymologie, veut dire, ça vient du mot sacré, c'est rendre sacré. Donc le sacrifice rend sacré. Donc moi, quand j'élevais mes enfants, je me disais, il n'y avait rien de plus important au monde que je pourrais faire. Puis tout ce que ça demandait, c'était comme quand je faisais une tâche, tu sais, je leur faisais à manger, ou je rangeais la maison, tu sais, pour eux. Ou j'étais comme, il n'y a rien au monde de plus important que cette tâche-ci, tu sais. Ouais. Puis les récompenses sont extraordinaires, tu sais, l'amour que l'on vit comme parents pour des enfants. Tu sais, c'est curieux parce que c'est des êtres qui n'existent pas avant qu'ils soient là. Donc, on ne peut pas imaginer l'ampleur de l'amour qui naît en nous avant qu'ils existent. On a toutes sortes de formes relationnelles. Parents, amis, oncles, tantes, cousins, frères, sœurs. Mais cette forme relationnelle-là, on ne la connaît pas. Elle n'existe pas avant qu'elle apparaît. Donc, on peut pas imaginer ce que c'est être parent avant d'être parent. Tu sais, donc, ça ouvre toutes sortes de choses, ouais. Puis c'est sûr que comme école de croissance personnelle, je pense pas qu'il y en a une plus grande. Tu sais, ça nous tourne à l'envers, là. Puis, je veux dire, oui, plein de choses qu'on s'est dit que jamais on ferait. Tu sais, on se retrouve à faire. Compulsivement, ça sort de nous. Puis là, on n'en revenait pas que ça existait en nous. Tu sais, puis c'est ça, là. Puis là, de céder, tu sais. Oui, de céder pour s'ouvrir à ça. Oui, de céder notre humanité. Que je veux dire, comme je disais tout à l'heure, de laisser aller la culpabilité. Puis écoute, genre, c'est le mieux que j'ai pu faire. Puis genre prenez-le, tu sais. Puis effectivement, l'enfant, mais c'est ça, dans ce que je suggère, c'est un profond état de réceptivité. C'est d'accepter comme ça nous a été donné. C'est vraiment s'ouvrir à la vie. Tu sais, avec le bon et le mal, j'accepte tout. Puis il y a comme une intelligence qui va faire la part des choses, qui va faire le tri des choses, si on l'accepte. Tu sais. Ouais, donc c'est ça. Non, c'est grand, élever des enfants. Peu importe comment on le vit, je veux dire, il y a des gens qui le vivent bien, il y a des gens qui le vivent moins bien. Puis tout ça, c'est, je veux dire, ça fait partie du, tu sais, du chemin de chacun. Ouais. Mais ouais, c'est quelque chose. Ouais. Parfait, avec tes 3 enfants. Autre chose? Un autre fun fact. Il y a de toi quelque chose qu'on ne sait pas ou que tes enfants disent de toi peut-être aussi? Ils disent ça, toi, papa? Ben, écoute, je veux dire, si on vient à mes enfants, un des trucs, je veux dire, attends, quoi dire? C'est ma maison, c'est un bordel. Et là, ça, c'est un défi personnel que je n'arrive pas à surmonter. Tu sais, et j'essaye, j'espère y arriver un jour. Ça a toujours été comme ça? Ça a toujours été comme ça. Ouais. Ben, il y a eu des périodes où c'était plus ou moins. Ouais. Puis c'est ça, une de mes culpabilités, c'est d'avoir élevé mes enfants là-dedans, tu sais. Puis là, tu sais, il y a des moments où ça les épuise, puis ça les fatigue, puis ils aiment pas ça. Puis c'est ça, c'est un de mes défis personnels à devoir, genre... C'est-tu un défi que t'aurais pas eu sans enfant? Comprends-tu que... Ouais, c'est ça. Non, c'est à moi. Ils ont éveillé ça. Non, je veux dire, ça fait partie de mes défis, puis parce que c'est mes enfants, ben eux, ils le vivent, tu sais. Donc, eux, après, ils pourront m'en vouloir. Ah, tu sais, mon père m'a élevé dans une maison bordélique. Puis là, c'est comme, tu sais, ça peut être genre leur fardeau à vie, tu sais. Ça... Ouais. Ou ils pourront choisir de l'accepter, puis, tu sais. Exact. Puis ils ont toute ma bénédiction pour avoir une maison propre. Puis ordonnée. puis me dépasser à ce niveau-là, je le souhaite. L'autre chose... OK, un autre fun fact, c'est que je suis la diète carnivore. OK. Et ça, c'était un gros changement parce que mon chemin a commencé avec le yoga, puis la méditation, puis toutes ces cultures-là sont très végétariennes. Alors, j'ai été végétarien pendant 20 ans. De l'âge de 25 ans
à 45 ans, j'étais végétarien. Puis un jour, j'ai entendu parler du régime carnivore, des gens qui ne mangent que de la viande. Et ma première impression, c'était, mais qu'est-ce que les gens sont débiles? Je veux dire, ils sont fous, le monde. Ouais. Ça n'a pas d'allure, là, ce que les êtres humains, dans leur folie, font. J'ai vraiment eu ces pensées-là. Mais là, j'arrêtais pas, genre à 3 heures du matin ou 2 heures du matin, à regarder des vidéos sur YouTube de gens qui mangeaient que carnivore. Je trouve ça drôle, mais des fois, notre pensée versus notre envie de faire, là, il y a comme quelque chose qui... Oui, ben c'est ça. Curieux, là. Mais un peu comme ça, la colère, on disait tantôt, ça cache la peine, ça cache... Là, le jugement cachait une curiosité. Oui, exactement. C'est exactement ça. Mon jugement cachait des envies que moi, je refoulais, dont je me donnais pas la permission. Puis là, je me suis rendu compte... Donc là, je suis comme... Tu sais, après une semaine, je me regarde aller... Puis une petite voix me dit, mais Albert, regarde-toi aller. Puis là, je suis comme, puis je me parle, je dis quoi, comment ça? Mais regarde, là, t'es clairement énergisé par cette affaire-là. T'es curieux. Je suis comme, non. Je suis comme, oui. Puis là, je me suis posé la question, mais pourquoi je suis végétarien au juste? Tu sais, puis là, c'est comme, c'est sûr qu'il y a des camps de chaque côté. Puis si tu écoutes lui, ben là, il te donne toutes les raisons, puis scientifiques, pourquoi ça, c'est la diète, puis c'est la meilleure façon de vivre, puis c'est optimal pour l'humain. Puis là, t'as l'autre qui dit exactement le contraire. Tu sais, puis je me suis rendu compte, finalement, j'en sais rien. J'ai juste une tête pleine de croyances, puis plein de jugements. Puis là, j'avais un malaise. J'aimais pas ne pas savoir. J'aimais pas, genre, avoir des jugements qui étaient fondés sur des abstractions, tu sais. Puis là, je me dis, mais comment je vais le savoir? Il y a juste une façon que je vais le savoir. Il va falloir que je l'essaye. Puis je suis comme, non, je vais pas essayer ça. Puis là, j'étais comme, mais là, j'ai vraiment pas le choix. Je peux pas rester végétarien et ne pas savoir. Tu sais? Puis je vais pas savoir tant que je l'essaye. Alors là, je me suis engagé. Je me suis dit, OK, je vais faire 1 an, je ne mangerai que de la viande. Rien de moins, 1 an. 1 an. Ben, il faut du temps. T'sais, il faut du temps pour laisser ça. Il faut vivre les différentes saisons. C'est vrai. Si je l'essaye 2 semaines. Non, ça, c'est sûr que non. Puis c'est une grosse adaptation. Hein. Donc, tu sais, il faut vraiment le vivre. T'sais, donc oui, je vais faire ça, je vais prendre ça au sérieux. Si je veux vraiment le savoir, je vais aller au bout. Je vais 1 an, je vais manger que carnivore, puis je vais voir ce que ça donne. Après quelques mois, j'avais l'impression de boire de la fontaine de jouvence. Je revenais pas là, comment je me sentais bien. J'ai pris une enveloppe, j'ai pris 15 livres de muscles sans rien changer de mon régime de mouvement. Toutes sortes de malaises, tu sais, des aches and pains, sont dissous complètement. J'ai senti un éclaircissement dans ma tête. Même dans mes interactions avec les êtres humains, comme une sorte d'anxiété sociale qui pouvait monter, c'est dissous. J'avais comme une ouverture à la vie. Après 1 an, j'étais comme, wow, c'est extraordinaire. Genre, tout ce qui est peau, tu sais, j'avais vraiment l'impression de retrouver mon corps de 30 ans ou même 25 ans, là. Tout s'était amélioré. Donc, j'ai décidé de continuer. Là, ça fait genre 5-6 ans. Donc là, j'ai 51 ans. Donc là, c'est sûr qu'après cette année-là, j'étais moins strict. Donc cette année-là, j'étais super strict, je voulais le voir. Donc là, je dirais que ça dépend du temps. C'est 90% que de la viande. Puis quand tu dis que de la viande, c'est de la viande... Steak, poulet, poisson, fromage quand même, produits animaux, tu sais. Puis il n'y a pas de légumes. Pas de légumes. Que de la viande. Que de la viande. C'est intéressant. J'ai des gens à mon gym qui font ça. Puis c'est ce que j'entends le plus dire, l'énergie. Tout s'améliore. Là. C'est incroyable. Au début, ils avaient commencé pour un laps de temps selon leur entraînement, je sais pas quoi. Mais c'est tellement bon après que tu veux juste rester dessus. Là. Ouais. C'est juste que c'est weird socialement, puis c'est weird d'en parler, puis il y a tellement de bonne bouffe aussi. Genre, ce qui me manque le plus, c'est de la pizza. J'adore de la pizza. Tu sais, puis certaines salades. Des fois, j'aime quand même me permettre des salades de concombres ou de fruits. C'est-à-dire, alors, tu sais, je veux dire, il semblerait que les légumes, c'est pas si bon pour la santé. Alors, je veux dire, je sais pas si on adhère ou non, mais tu sais, je veux dire... Tout ce qui est en vie ne veut pas être mangé. Tu sais, que ce soit les animaux ou que ce soit les plantes. Tu sais, les plantes ont toutes sortes de systèmes de défense pour éviter d'être mangées. Tu sais, les plantes, c'est super intelligent comme forme de vie. Et quand il y a un prédateur qui arrive, ils vont produire des toxines pour empêcher le prédateur. Ils vont même aviser les autres plantes par un réseau, tu sais, entre eux, qu'il y a des prédateurs qui arrivent. Puis, ils produisent ce qu'on appelle des antinutriments. Puis c'est pour ça que c'est finalement pas facile à digérer, que ça crée du gonflement, puis les antinutriments s'accumulent dans le corps, puis crée de l'usure.
sais. Puis quand les gens éliminent les légumes, ils ont toutes sortes d'allègements au niveau de leur santé. Imaginez donc. Pourquoi est-ce que les enfants refusent de manger des légumes? Tous les enfants au monde ne veulent pas manger des légumes. Les enfants. Puis on les insiste, puis on les pousse, puis ils sont révoltés. Je veux dire, on ne s'est jamais arrêté. Tu sais, peut-être que l'instinct de vie de l'enfant, qui est plus en contact avec la vie, il y a peut-être une intelligence qui s'exprime. Puis on leur impose, tu sais. Mange tes légumes. Tu sais? C'est comme même quand ils reconnaissent leur satiété, puis on est comme, finis ton assiette pour avoir ta... Avec, là, oui, on c'est ça. Oui. En même temps, genre, si tu mets genre un sac de bonbons, genre, les enfants, ils vont sauter dedans, là. Tu sais, donc il y a quand même une... Tu sais, une ligne du milieu dans tout ça. Mais oui, donc ça reste un fun fact, là. Ouais. C'est intéressant, ces fun facts! Au début, je sais pas ce qui est le fun. Finalement, il était tout fun. Ouais. Est-ce que tu veux poser les questions à Rafale? On a tout le temps, tu penses? Ben oui. Parce que ça fait 40. Fait que si jamais on se fait couper, on n'en a pas beaucoup. C'est des petites questions en rafale pour avoir ton opinion sur des petits sujets. Selon toi, l'humain est guidé par la peur ou l'amour? L'amour. Même que dans ton cas, je vais dire la lumière, parce que depuis tantôt, on parle l'amour et la lumière, c'est la même chose. Moi aussi, oui. Mais même quand il a peur, au fond, lui, il y a l'amour. L'amour est toujours là. J'aime ça. La guérison commence par la conscience ou l'acceptation? Ah, super bonne question. Je dirais l'acceptation. Et l'acceptation emmène la conscience. Le silence est-il une forme de sagesse? Oui, tout à fait. Et je crois que chaque personne, chaque être humain a besoin de quelques minutes au moins de silence par jour pour fonctionner comme il faut. Ouais. Moi, ça a changé ma vie de mettre ça au cœur de ma vie. Oui. Complètement. On ne peut pas s'en passer. On se perd. Je pense pas que je pourrais côtoyer la paix intérieure sans ça. Ben, personnellement, pour moi, là, moi, ça a tout changé. Ouais. Peut-on vraiment comprendre nos parents un jour? Je pense pas, non. Non, pas véritablement. On peut les accueillir et les aimer. Puis ils ont leur propre chemin, ils ont leur propre lien avec le mystère. 100%. La douleur est-elle toujours porteuse de sens? Non, elle ne l'est pas toujours, à moins qu'on fasse le choix d'accueillir le sens. Si on laisse la douleur aller, elle peut nous emporter. Et puis, créer, elle, le sens pour nous. C'est comme si elle veut se multiplier. C'est comme si la douleur a un élan, elle veut nous attraper. C'est comme une tentation. Tu sais, on est tenté par la douleur, puis les formes que la douleur crée. Puis il y a quelque chose en nous qui doit reconnaître cette tentation-là. C'est une tentation comme être tenté par, tu sais, genre, toutes les autres tentations qui nous déroutent de notre essence. C'est tellement intéressant vu comme ça. Et la dernière, sommes-nous libres ou influencés par notre histoire? Alors, on ne peut pas ne pas être influencé par notre histoire, mais on est libre de donner le sens à notre histoire qui est la plus riche pour nous. C'était beau! Mais j'en prendrais plus, ça pas suffisant pour moi. 100%. Mais merci. Merci d'être venu puis d'avoir répondu avec autant de transparence, là, puis de vécu, puis de connaissances, puis... Même à ton appel, tu sais, de vie, de ta sensibilité que tu as eue à cette curiosité-là, ça nous permet de vivre ça. Là, je me dis, 1h30 a passé, claquement de doigts, sujet. Je suis remplie et curieuse en même temps en ce moment. Ouais, vraiment. Ouais. Bon, c'est super le fun. Merci de m'avoir reçu. Puis, joignez le programme qui commence lundi prochain. Oui, c'est vrai, c'est lundi que tu vas avoir ton programme. Oui, lundi ou jeudi, selon l'horaire des personnes. Oui. Et donc, vous pouvez me trouver sur Facebook. C'est vraiment principalement par Facebook que je fonctionne. Un petit peu sur Instagram, donc Albert Béchac Bissada. Puis on va le mettre de toute façon dans notre lien pour que les gens peuvent, à un clic, y avoir accès. Moi, je vais aller m'informer. Merci les filles. Merci Cynthia. Merci Destinée. OK.